Un peu particulier, les 80 ans du franc CFA. Oui, 80 ans. Et pour l'occasion, on a une analyse assez détaillée, tirée d'un article qui s'intitule «Le carcan colonial. 80 ans de franc CFA». Le titre annonce la couleur. Ah oui, clairement. Et il pose une question qui est, disons-le, une véritable provocation. Comment une monnaie pensée pour une économie coloniale peut-elle sérieusement favoriser le développement industriel 8 décennies plus tard? C'est la question centrale. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans cet argumentaire, de vraiment décortiquer les mécanismes, les rouages et les conséquences de ce système. Tout à fait. Et la source qu'on examine, c'est une critique vraiment fondamentale du système CFA. L'auteur le présente pas du tout comme un outil de coopération Non. ou de stabilité, mais bien comme un héritage qui, selon lui, eh bien, il entrave activement le développement. D'accord. Pour ça, l'analyse s'articule autour de plusieurs points très clairs. D'abord, ses origines, au service quasi exclusif de la métropole. Oui. Ensuite, la persistance de sa structure, que l'auteur qualifie de coloniale, malgré les réformes. Puis, un bilan économique après 80 ans. Et enfin, il déconstruit l'argument principal de ses défenseurs, la fameuse stabilité monétaire. Parfait. C'est un angle d'attaque, on peut le dire, assez direct. Alors pour bien comprendre, commençons par le commencement. Décembre 1945. Juste après la guerre. Exactement. Déballons un peu ce contexte. Quel était le but du jeu à l'époque avec ce franc des colonies françaises d'Afrique? Alors, selon l'analyse, l'objectif était double. Et, disons-le, aucun des deux ne concernait en priorité le bien-être des populations africaines. Ah bon? Le premier objectif, c'était la reconstruction de la France. L'économie française était à genoux, pas du tout compétitive face aux États-Unis. La France avait donc un besoin urgent de débouchés captifs pour ses produits et d'un accès privilégié à des matières premières pas chères. Le franc CFA a été l'outil monétaire parfait pour ça. Attendez, donc l'idée c'était moins d'aider les colonies que d'utiliser les colonies pour aider la France à se relever. C'est exactement la thèse de la source. Et le second objectif, il vient renforcer cette idée. C'est-à-dire? Il s'agissait pour la France de se garder une marge de manœuvre face à l'hégémonie du dollar qui naissait à ce moment-là. Grâce à la zone franc, la France pouvait payer ses importations venues de son empire dans sa propre monnaie. Sans toucher à ces dollars. Voilà, sans puiser dans ses précieuses réserves de dollars. Et mieux encore, elle pouvait utiliser pour son propre compte les recettes d'exportation en dollars de ses colonies. L'article qualifie ça de privilège exorbitant. Et ce qui est fou, et que la source met bien en lumière, c'est que dès le départ, cette monnaie était surévaluée, volontairement forte. Oui, et ça c'est un point absolument crucial pour comprendre la mécanique. Dès sa naissance, en 1945, un franc CFA mêlait 1,70 francs métropolitains. D'accord. Et en 1948, on est même passé à 1 pour 2. Un franc CFA valait 2 francs de la métropole. C'est énorme. Concrètement, l'article explique qu'une monnaie aussi forte, ça agit comme une subvention massive aux importations françaises vers les colonies. Les produits français devenaient artificiellement moins chers. Ah oui, je vois. Et en même temps, ça agissait comme une taxe sur les exportations des colonies vers le reste du monde, qui, elles, devenaient plus chères et donc moins compétitives. Donc en gros, c'était acheter français, c'est moins cher pour vous, et si vous voulez vendre ailleurs, ça vous coûtera plus cher. C'est un système parfaitement verrouillé. C'est l'image d'un marché captif qui est dépeinte, oui. Une sorte de circuit fermé où la France était assurée d'être le principal fournisseur et client à ces conditions. D'accord. Ce système a été conçu pour la France coloniale. Logiquement, on pourrait penser que tout ça s'arrête avec les indépendances, dans les années 60. On pourrait le penser, oui. C'est la fin des empires. D'autres zones monétaires comme la zone sterling sont démantelées. Or, le franc CFA, lui, il survit. Comment la source explique cette anomalie? L'auteur est assez direct sur ce qu'il appelle les procédés idylliques utilisés pour maintenir le système. Il parle de cooptation des nouvelles élites, de répression parfois brutale, Ah oui? de chantage économique. Mais au-delà de ça, l'argument central de la source, c'est que la structure fondamentale, elle, n'a jamais vraiment changé. Malgré les réformes de façade, comme le passage annoncé à l'écho en Afrique de l'Ouest, Et c'est quoi, cette structure qui perdure? elle repose sur 3 piliers qui, selon l'analyse, n'ont pas bougé. Premièrement, la tutelle légale du Trésor français, qui garde un droit de regard. D'accord. Deuxièmement, la liberté totale de transfert des capitaux, ce qui, selon l'auteur, facilite grandement les sorties de fonds. Profits de multinationales, capitaux illicites, etc. D'accord. Et le troisième?
Et troisièmement, la parité fixe avec la monnaie française, donc aujourd'hui l'euro. Arrêtons-nous là-dessus, c'est central. La tutelle légale du Trésor français, ça veut dire quoi concrètement? Qu'il y a un bureau à Paris qui a son mot à dire sur les décisions monétaires prises à Dakar ou Yaoundé? Dans les faits, oui. Même si la France n'a plus de siège officiel au conseil d'administration de la BCEAO, par exemple, la source soutient que son influence reste prépondérante, via des canaux informels et le poids des accords monétaires eux-mêmes. D'accord. Mais c'est surtout la parité fixe avec l'euro qui impose une discipline de fer. Pour la maintenir, les banques centrales africaines doivent accumuler d'énormes réserves de change en euros. Et là, il y a un point de technique dans l'analyse qui est fascinant, sur la fameuse restitution de ces réserves. On nous dit que les pays n'ont plus l'obligation de déposer la moitié de leurs réserves au Trésor français, C'est ça, depuis la réforme de 2019. mais la source dit que rapatrier ces réserves en euros est une illusion. Comment ça? C'est un argument très fort. L'article explique que c'est une question de logique comptable en fait. C'est-à-dire? C'est un peu comme si vous aviez un compte chez Banque Europe, vous pouvez virer l'argent à un autre compte chez Banque Europe, mais vous ne pouvez pas retirer les billets pour les mettre dans un coffre-fort au Sénégal. L'argent, l'euro, il reste par définition dans le système bancaire européen qui l'a créé. Ah d'accord, je comprends. Le seul vrai rapatriement physique possible, ce serait celui des réserves d'or monétaire, qui sont, elles, physiquement détenues par la Banque de France. Et l'auteur souligne que ce sujet-là, personne n'en parle jamais. C'est motus et bouche cousue. Et cette dépendance, elle a des conséquences très concrètes sur la souveraineté. La source donne des exemples récents, non? Absolument. Pour illustrer cette absence d'indépendance, l'analyse rappelle les sanctions financières imposées par les instances de la zone. Sous influence française, selon l'auteur. Comme quand? La Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo en 2011. Plus récemment, le Mali d'Assimi Goïta ou le Niger d'Abdourahmane Tiani. Dans ces cas, les gouvernements se sont vus interdire l'accès à leurs propres comptes, logés dans leur propre banque centrale régionale. C'est un levier de pression politique extrêmement puissant. Exactement. Alors, 80 ans plus tard, on a du recul. Quel est le bilan économique que dresse cette analyse historique? Chiffres à l'appui. Le bilan est qualifié d'échec sur tous les plans qui comptent pour un développement structurel. Le commerce intrazone, par exemple, est décrit comme ridiculement faible. Ah oui. En Afrique centrale, il représente à peine 1,5% du commerce extérieur total des pays. La monnaie commune ne crée quasiment pas d'échanges entre voisins. Les taux de bancarisation sont parmi les plus bas du monde. Et la transformation structurelle? C'est le constat le plus dur, elle est très limitée. La plupart des pays sont toujours classés par l'ONU dans la catégorie des pays les moins avancés, c'est-à-dire les plus pauvres. Attendez, ce chiffre sur la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Ça veut dire qu'un Ivoirien moyen était plus riche il y a presque 50 ans qu'aujourd'hui. C'est pourtant ce que montrent les données de la Banque mondiale citées dans l'article. Mais comment c'est possible? Avec toute la croissance dont on entend parler? En 2024, le PIB réel par habitant de la Côte d'Ivoire était inférieur de 21,6% à son pic de 1978. 21%? Oui, l'auteur utilise une analogie terrible mais très parlante. Il compare le pays à un élève qui, après avoir atteint la classe de terminale, a été rétrogradé à la maternelle. C'est une image très forte. Dans cette perspective, les taux de croissance récents, souvent présentés comme un succès, sont à relativiser énormément. C'est une croissance de rattrapage, pas de développement structurel. D'accord, le bilan sur le développement est sévère, mais l'argument massu des défenseurs du système, c'est la stabilité. Une inflation faible, c'est précieux? Bien sûr. Pour le citoyen lambda, si les prix n'explosent pas, c'est une bonne chose, non? Peu importe comment on y arrive. Que répond la source à ça? C'est une excellente question et la source y consacre une large part de son analyse. Elle commence par reconnaître le fait, oui, en moyenne, les pays de la zone CFA ont une inflation plus faible. Voilà. Mais, dit l'auteur, leurs autorités monétaires n'y sont pour rien. C'est une conséquence quasi mécanique de l'arrimage à une monnaie forte et stable, l'euro. D'accord. Sans faire partie de tout l'édifice politique du franc CFA. Et c'est là que ça devient critique, sur la méthode utilisée pour obtenir cette faible inflation. Précisément, c'est le cœur de la critique. L'analyse oppose deux modèles. Dans les économies dynamiques, on contient l'inflation en augmentant la production. L'offre répond à la demande. Logique. Dans la zone CFA, selon l'article, la lutte contre l'inflation est bien plus brutale. Elle consiste principalement à restreindre sévèrement les financements à l'économie pour brider la demande Ah, et à maintenir des taux de chômage et de sous-emploi très élevés. En somme, on évite que les prix montent en s'assurant que les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter. c'est une stabilité qui coûte extrêmement cher en fait. En termes de croissance et d'emploi, oui.
très cher. Ce qui est encore plus étrange, c'est ce choix de s'arrimer à l'euro. La source montre que la zone euro n'est même pas leur principal partenaire commercial. Ça n'a pas de sens, d'un point de vue purement économique. C'est la question clé. L'analyse le montre avec des chiffres. En 2024, pour la zone UEMOA, la zone euro, c'était 20% des exportations, 22% des importations. Donc 80% du commerce se fait avec d'autres. Exactement. Avec l'Asie, l'Amérique, d'autres pays africains. La seule réponse logique, selon l'auteur, c'est que l'arrimage à l'euro est la condition pour bénéficier de la fameuse garantie de la France. Une garantie qui, selon lui, n'existe que de nom. Et cette situation crée un risque permanent, ce que l'article appelle le grand écart monétaire. Expliquez-nous ça avec un cas concret. Prenons l'exemple d'un producteur de coton au Burkina Faso. Le marché mondial du coton est en dollars. D'accord. Il vend sa production pour 100 dollars. Sa monnaie, le franc CFA, est liée à l'euro. Si l'euro s'apprécie fortement face au dollar alors qu'il n'y est pour rien, eh bien, il va recevoir mécaniquement beaucoup moins de francs CFA pour ses 100 dollars. Son revenu s'effondre. Voilà. Et à l'inverse, si l'euro se déprécie, la facture de ses importations, les tracteurs, les engrais, va exploser. Il est donc en permanence à la merci des fluctuations de la parité euro-dollar, une parité sur laquelle il n'a aucun contrôle. Donc pour maintenir cette parité fixe, il doit y avoir un coût caché énorme. Quel est-il? Le coût principal, et c'est peut-être la conclusion la plus dévastatrice de l'analyse, c'est l'endettement chronique en devises étrangères. L'endettement. Oui, le raisonnement est implacable. Pour défendre une parité fixe, quand on a des déficits commerciaux structurels, il faut constamment accumuler des réserves de change. Et comment un pays pauvre accumule des réserves? En s'endettant. En dollars ou en euros. C'est complètement contre-intuitif. Si je suis bien, pour qu'un pays de la zone CFA puisse émettre sa propre monnaie, le franc CFA, pour financer ses écoles, son État doit d'abord aller chercher des dollars à l'étranger. C'est exactement ça. C'est comme si je devais m'endetter auprès de mon voisin pour avoir le droit d'utiliser l'argent de mon propre portefeuille. L'analogie est parfaite. L'article va jusqu'à dire que les crises de la dette à répétition ne sont pas un accident, mais une nécessité fonctionnelle du système. C'est inévitable. Et les chiffres le montrent. Oui, ils sont éloquents. 200 prêts du FMI accordés aux 14 pays CFA entre 1960 et 2023. C'est un tiers du total des prêts du FMI à tout le continent. C'est énorme. La conclusion de la source, c'est que ces pays empruntent littéralement leur croissance. Une croissance qui devrait être remboursée par l'austérité. Et on arrive au sommet de l'absurdité avec ce que la source appelle le mécanisme de subvention inversée. Ah oui, ça c'est le coup de grâce de l'analyse. Ces dernières années, de nombreux pays de la zone se sont endettés via des eurobonds, des obligations en euros ou en dollars, à des taux supérieurs à 5 ou 6%. D'accord. Et une partie de ces fonds, une fois rapatriés, étaient ensuite redéposés auprès du Trésor français, qui les rémunérait à des taux dérisoires, parfois inférieurs à 1%. Non. Si. En clair, les pays africains s'endettent à prix d'or pour ensuite prêter cet argent à la France à bas prix. C'est fou. Bon, si on essaie de rassembler les pièces du puzzle, l'analyse qu'on a là est vraiment à charge. En 80 ans, le franc CFA est décrit non pas comme un bouclier, mais comme une cage qui empêcherait toute politique industrielle, de crédit ou sociale ambitieuse. C'est exactement ça, un outil paramétré pour l'importation de biens de consommation et non pour la transformation économique sur place. D'accord? Et pour appuyer cette conclusion très dure, la source se termine sur une anecdote. Une citation très forte d'un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Kaushik Basu. Qu'est-ce qu'il dit? Il raconte qu'avant de partir en mission en Afrique de l'Ouest, ses collègues à Washington lui ont formellement conseillé de ne jamais, au grand jamais, aborder le sujet du franc CFA. C'est un sujet tabou? Ça montre à quel point le sujet est sensible. Cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, une sorte de cercle vicieux. L'auteur utilise une image assez crue, celle d'une personne ensevelie sous un tas d'ordures qui attendrait d'être propre pour en sortir. C'est une bonne image. Si un système monétaire est conçu, qu'on l'affirme cette source, pour empêcher la transformation structurelle et l'industrialisation, comment les pays membres peuvent-ils un jour atteindre la force économique nécessaire pour quitter ce système en toute sécurité? C'est le paradoxe. La condition de sortie semble être précisément ce que le système empêche d'atteindre.